Salut les curieux et les curieuses et bienvenue dans la chaîne Tic et Frac. Aujourd'hui c'est spécial vrac et normalement derrière mon écran je suis presque sûr qu'il va se passer un truc du genre oh putain un vrac. Mais attends, ça veut dire que ça va être en lien avec le titre de ta chaîne. Et là bravo à toi cher et fougueux internaute qui a su lire 4 lettres et les relier entre elles et qui vient sans doute de gueuler par dessus son écran. C'est bien. Pour faire court, les vracs seront des petites vidéos où on va prendre un sujet ou un thème en question et là on va faire un vrac, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à tout ce qui peut concerner de près ou de loin le sujet lui-même. Vracs donc seront vraiment des vracs quoi. Voilà comment construire une introduction belle et complètement improvisée quand on est en panne d'idées sans pour autant que ça se fait ressentir. Ouais bon voilà, maintenant c'est fait. C'est parti. Ah oui, et je suis un petit peu malade donc désolé pour ma voix. La peur, c'est avec la joie et la tristesse l'un des sentiments les plus forts que l'être humain et n'importe quel être vivant peut ressentir. Tout être vivant doté d'un système nerveux central peut ressentir la peur et les plantes peuvent aussi ressentir des émotions, ce qui a été confirmé par certaines études. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film La Revanche des Trifides, regardez-le, vous le verrez par vous-même. Et pour en venir à la peur, ce sentiment se déclenche en fait lorsque tout être vivant, quel qu'il soit, se retrouve confronté à un danger ou à une menace. Et c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas confondre la peur avec ses nombreux cousins, par exemple l'anxiété ou encore la fameuse phobie. Souvent ce sont des abus de langage. Pour vous montrer à quel point la peur est un sentiment complexe et ce n'est que le début. Pour en revenir à la peur au sens général du terme, elle peut être classée en deux types. La peur externe, qui est tout simplement la peur d'un élément de notre environnement, par exemple Alan Grant dans Jurassic Park et le T-Rex. Bon, il fait dans son froc parce qu'il y a un T-Rex de 5 tonnes et demie qui veut le bouffer. Ça, c'est de la peur externe. Et ensuite, la peur interne qui est plus compliquée parce qu'elle est liée à notre soi et donc à nos émotions, à nos opinions, à nos pensées les plus intimes et les plus personnelles. Voici pour la définition très générale de ce que peut être la peur. Mais la peur est, comme je l'ai dit au début, est un sentiment qui a été cultivé par l'être humain depuis des milliers d'années et de diverses façons. Et c'est notre point suivant. Il existe depuis l'Antiquité de nombreux récits relatant de la peur, notamment dans la mythologie, pour ne citer que quelques-uns. Le mythe du Minotaure, cette créature mi-taureau, mi-humain qui terrorisait et pouvait tuer les Grecs, y compris les soldats, enfermés ensuite dans son fameux labyrinthe. Il existe aussi la Gorgone, alias Méduse, une femme séduisante qui avait été transformée par Athéna après que la Gorgone ait prié Athéna de la sauver de Poséidon, qui essayait plus ou moins de se la faire. Du coup, Méduse se fut transformée en une créature mi-serpent, mi-femme, mi-cauchemardesque. Bon, il n'y a pas que la Grèce antique, hein. Il y a aussi par exemple Rome. Quand je dis Rome, je parle de la ville. D'ailleurs, il existe un syndrome appelé la peur de la nuit de Rome. En effet, la nuit, Rome était une ville absolument cauchemardesque, dans le sens où la ville n'était pas du tout éclairée par aucune lanterne, aucun réverbère. Et pendant la nuit, les rues grouillaient de voleurs, de pillards, d'assassins, de prostituées, surtout dans ce qu'on appelait le No Man's Land, alias la frontière. Il s'agissait d'une frontière représentée par un terrain vague aux abords de la ville, et voilà, c'était un petit peu le coupe-gorge de l'époque. Parlons un petit peu du Moyen-Âge maintenant, et pour cela je vous recommande, et c'est la première fois sur l'émission d'ailleurs, un excellent ouvrage intitulé La peur au Moyen-Âge de Samuel Sadon. Dans cette œuvre, Samuel Sadon dresse un simple et précis inventaire des différentes peurs des gens au Moyen-Âge. Certaines peurs se révèlent d'ailleurs particulièrement plus proches de nos peurs contemporaines qu'on ne pourrait y croire. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans la première partie du livre avec les peurs du quotidien. Bon alors si certaines sont rarissimes comme par exemple la famine, d'autres apparaissent très actuelles, par exemple la peur du chômage ou de la faillite, par exemple quand vous êtes commerçant, forgeron, etc. Ou encore inquiétude quant à la pollution et la corruption de l'air, par exemple au Moyen-Âge on sait bien que les rues étaient assez dégueulasses vu qu'il n'y avait pas d'égout. Ou encore la crainte de la nuit, comme je viens de le dire pour Rome, les vols, les agressions, etc. Et à côté de ce, j'ai envie de dire, de cet inventaire assez fou, on peut retrouver des peurs plus irrationnelles, comme par exemple la peur de Dieu ou celle du diable. Là on est dans un contexte très religieux, ou encore la peur des revenants ou de monstres qui convient néanmoins de relativiser. Oui, par exemple les monstres, c'est pas comme si on avait peur de rencontrer un dragon, on n'est pas dans Skyrim. La peur de Dieu, voilà, c'est religieux parce que le Moyen-Âge est une période super chouette, et celle du diable, encore plus. Si on prend par exemple l'exemple des revenants comme je l'avais dit, il s'agit plutôt de l'effroi de devenir un fantôme. Oui.
et en fait de devenir un fantôme pour ne pas accéder au paradis. Bon, ça c'est moins cool. En fait, l'homme médiéval ne craint pas certaines choses comme nous on les craint de nos jours. Par exemple, la crainte de la sorcière. Bon, là on remercie les films comme par exemple The Witch, Blair Witch, tout ça. Et sachez quand même qu'au Moyen-Âge, les sorcières n'étaient pas vraiment craintes des hommes médiévaux, puisqu'elles servaient souvent de guérisseuses et de sages-femmes. Donc elles étaient intégrées à la communauté. Donc, ben, on vivait avec. Et pour les peurs un peu plus contemporaines, c'est-à-dire du 19e siècle jusqu'à nos jours, eh bien, les récits relatant de la peur foisonnent pas mal. On a par exemple le Fantôme de l'Opéra par Gaston Leroux en 1910, très bel ouvrage, qui fut d'ailleurs adopté plusieurs dizaines d'années plus tard en long métrage. Ensuite, on a le Horla de Montpassant, qui est une œuvre assez dérangeante en soi, car elle témoigne des prémices de la propre folie de Montpassant à travers son œuvre, qui explique la folie du héros de son œuvre. Donc en fait, ça en fait une espèce de journal intime assez flippant. Et je ne peux pas parler de peur ni d'époque contemporaine sans citer le roi de la peur en question actuelle, à savoir Stephen King. Tout le monde le connaît, forcément. Si tu ne connais pas Stephen King, tu sais que tu ne viens pas de cette planète. Et si tu ne vas pas de cette planète, tape à ma porte, j'ai envie de manger avec toi. J'ai jamais eu l'occasion de manger un extraterrestre, bref, je m'égare. Stephen King, donc pour revenir à ce bon vieux monsieur, reconnu pour son talent de manipuler le genre de l'horreur sous toutes ses formes, j'ai envie de dire. Bon, il a aussi travaillé dans plusieurs autres genres, à savoir le fantastique, la science-fiction, etc. Il a été scénariste et une fois réalisateur. Mais ce bon vieux monsieur, s'il est reconnu dans le sens de l'horreur, pardon, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, il a un langage assez familier dans ses livres, ce qui donne l'occasion de le comprendre assez bien. Ensuite, un recours au gore assez pointu, on va dire, mais également une façon de mettre en scène des personnages à la fois vivants, qui permet au lecteur de s'identifier aux personnages de ses œuvres et à contre-pied de comprendre et de ressentir une peur assez intense quand on lit l'histoire. Voilà. Ensuite, ses œuvres les plus connues, pour n'en citer que quelques-unes, il y a Shining, It 1 et 2, Misery, Carrie, Salem, ou Les Yeux du Dragon, il y en existe plein, près d'une cinquantaine. Et sachez que nombre de ces œuvres, oui, ont été adaptées en long métrage ou en série. Et c'est justement notre prochain point. Gloire à cette transition de Godin. Ou pas. Les livres et les films, au final, c'est un petit peu pareil. Ils disposent tous les deux d'une structure commune et cohérente, avec un contexte, un personnage, un scénario, une vision par rapport au monde qui nous entoure, etc., etc. Mais surtout, ils partageront un élément essentiel de leur ressenti, un point de vue. Et ce point de vue, Dieu sait qu'il peut avoir de facettes multiples. Par exemple, cette facette peut être très bien externe. Pour prendre un exemple hors cinéma et littéraire, l'excellente saga Resident Evil. Avec son gameplay en vue à la manière d'une caméra de surveillance, le joueur est plongé à la fois en tant qu'acteur mais aussi en tant que spectateur dans les scènes les plus cauchemardesques dans lesquelles le jeu l'amène, en essayant en plus d'épargner au personnage mille calvaires des plus dégoûtants dans cet univers absolument glauque. Et enfin, le point de vue interne, où on se retrouve à la fois dans le monde littéraire et dans le monde cinématographique, dans les pensées les plus intimes du ou des personnages principaux, mais aussi surtout dans ses doutes, ses craintes et ses peurs. Dans le monde du cinéma, messieurs dames, je vous offre ces titres suivants. Le projet Blair Witch, Catacombes et Rec. Le schisme séparant ces trois films d'œuvres plus classiques, on va dire, s'exprime d'une part de la manière dont les trois films sont soudés, à savoir une vue caméra à l'épaule, prenant l'aspect du coup d'un documentaire et donc d'intégrer un sentiment d'immersion beaucoup plus profond. Car en fait nos yeux sont la caméra et nous voilà embarqués inconsciemment dans l'esprit des films. La forêt immense et angoissante dans Blair Witch, les souterrains obscurs et effrayants des catacombes de Paris, ainsi que la transformation symbolique mais progressive de votre propre foyer en un bastion du diable en personne. Je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler. Bon, pour finir, deux petites anecdotes intéressantes sur l'un des trois films, à savoir Blair Witch. Le budget connu ce film ne fut seulement que de 25 000 $ de production, ce qui est bien plus faible que beaucoup d'autres œuvres cinématographiques de l'époque. Et la production finale coûta, elle, en réalité 75 000 $, donc bien au-dessus du quota fixé. Bon, cependant, il a pu récolter près de 250 millions de dollars dans le monde. Donc au final, on les pardonne. La seconde anecdote fut pendant le tournage. Les trois acteurs principaux plus l'équipe qui était avec eux, ce qui nous fait au total entre 7 et 10 personnes,
étaient réellement complètement perdus dans cette fameuse vaste forêt. Et oui, ils eurent que très peu d'instructions et d'informations sur ce qu'ils devaient faire et où ils devaient aller. Du coup, certaines scènes du film ne sont pas vraiment jouées, mais sont les vraies réactions et les vraies crises d'honneur qu'on peut voir dans le film. Du coup, question réalisme, on est servi. Et je m'arrête ici. Et ouais, il y a beaucoup de choses que je n'ai pu traiter dans le domaine de la peur. Mais j'y reviendrai plus en détail sur d'autres chroniques. Du coup, eh bien, c'est fini. Bonne fête d'Halloween à toutes et à tous. Et que la force reste avec vous.